Bienvenue à toutes et à tous sur Boulevard des Femmes, le magazine qui discute des questions genre et leadership féminin. Aujourd'hui, en 52 minutes, nous allons encore explorer le vaste chantier des questions liées aux violences basées sur le genre. Plus spécifiquement, nous nous intéressons dans ce numéro de Boulevard des Femmes à la responsabilité sociale et la responsabilité des victimes de violences basées sur le genre. Allons sans plus tarder découvrir notre invité fil rouge. Sur le boulevard des femmes aujourd'hui, notre fil rouge est une mère. Mère de 3 enfants du fait de son mariage, mais aussi mère de bien de femmes du fait de la défense de leurs droits qu'elle leur apporte. Elle a nom Alexandrine Falilatou Saïzonou Bédié. Elle est une ardente défenseuse des droits de la femme. Avocate de profession depuis une bonne trentaine d'années déjà, avec 2 mandats en qualité de membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Bénin, la mère Maître Bélier est conseil auprès de la Cour pénale internationale et officier de l'Ordre national du mérite français. Commissaire à la Commission béninoise des droits de l'homme, Maître Alexandrine a aussi été présidente du conseil d'administration de WANEP Bénin, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, et vice-présidente de WILDAF Bénin, Femmes de droit et développement en Afrique. Lauréate du Grand Prix du mérite des femmes remarquables et du prix promotion du droit délivré par le barreau du Bénin, sa renommée va au-delà des frontières de sa patrie originelle. Pour preuve, en 2021, elle est gagnante du prix franco-allemand des droits de l'homme et de l'état de droit. Fondatrice de l'Association des femmes avocates du Bénin, dont elle est aujourd'hui la présidente d'honneur, Alexandrine Falilatou Saïzonou Bédié est par ailleurs la directrice de publication des ouvrages de droit sous la marque Droit et Loi, un recueil de plus de 60 textes de loi pour une meilleure appropriation du droit positif béninois. Si tout ce qu'elle touche remporte des prix, des distinctions sont sans doute à venir pour cet opus, même si elle jouit déjà de la satisfaction de sortir plus d'un de l'ignorance de la loi. En attendant, on la découvre mieux hors de sa robe noire d'avocate et dans sa peau de femme. Alors, comme vous l'avez constaté, nous sommes aujourd'hui avec Maître Alexandrine Falilatou Saïzonou Bédié. C'est bien ça? C'est bien ça, madame la journaliste. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Saint-Tiche, bonsoir. Bonsoir Ghislaine, Eh bonsoir ben. Maître Saïzonou. Bonsoir, madame C'est vraiment un Saint-Tiche. plaisir pour nous de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Alors, Maître Alexandrine, c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau de Boulevard des Femmes. Merci. C'est un secret de polichinelle. Hein? Vous êtes très engagé sur la question des défenses liées aux droits des femmes, mais aussi aux droits des enfants. Qu'est-ce qui vous y motive, si on peut le savoir? Une grande volonté de liberté et d'égalité pour les femmes et les filles. Parce que dans ma vie quotidienne, j'ai souffert déjà très jeune, moi aussi j'ai souffert de ce manque d'empathie pour la femme. Et en grandissant dans ma vie professionnelle, j'ai vu que les filles, surtout quand elles sont victimes de violences, elles sont laissées pour compte. Personne ne s'en occupe. Au contraire, on les victimise, on les insulte. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est nous étions en classe de 3e. Et j'ai une camarade de classe qui malheureusement est tombée enceinte. Et elle a dû avaler des médicaments. Et le fœtus est tombé en pleine cour de l'école. J'ai vu le regard des hommes. Cette fille était traitée de prostituée. J'étais révoltée. Je me dis, mais ses parents étaient où? Comment ils n'ont pas pu voir la détresse de leur enfant, lui parler? Elle pouvait perdre la vie. Mais au lieu d'avoir de l'affection, de l'empathie des autres, tout le monde s'en prend à elle. C'est elle la prostituée, c'est elle. Et le garçon qui lui a fait ça. Moi-même, je suis femme, je suis fille. Mais mes amis, c'était des hommes, des garçons. Donc, j'étais souvent avec les garçons, avec qui ce n'est que de l'amitié. J'étais heureuse d'être avec eux parce qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de problème de femme. Mais j'étais traitée de fille de mœurs légères. Elle est tout le temps avec les garçons. Je me dis, mais j'ai le même droit. Si le garçon peut choisir ses amis, pourquoi je ne vais pas choisir?
Cette femme, cette camarade de classe qui est en détresse n'a pas eu le regard de ses parents. Et j'ai grandi avec cette idée-là. J'étais consciente que j'allais porter la robe noire. Mais est-ce que c'est la magistrature? Est-ce que c'est l'avocature? À un moment donné, j'étais balancée entre le journaliste à attendre la voix de Souley Siaka, Guy Papo à la radio. J'étais fascinée, donc j'étais là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, après le bac, je devais partir à l'étranger. Je voulais aller au CESTI sans savoir qu'il faut passer un test et tout. Et je me suis inscrite en droit. Et là, devenue avocat, j'ai vu que ça n'a pas cessé. J'arrive à l'audience, je vois des enfants de moins de 10 ans enchaînés tout simplement parce qu'ils ont volé quelque chose dans une voiture au port. Je vois les enfants victimes à qui on pose des questions comme si l'enfant pouvait comprendre. Un enfant violé, une fille violée est dans un état de sidération, on ne sait pas ce qu'il est. On lui pose des questions, mais pourquoi tu étais là? Pourquoi tu n'as pas crié? Pourquoi? Je dis, mais tout ça là, c'était révoltant. Mais je voyais ces gens-là, ils n'avaient personne ne s'occupait d'eux. Je me dis, mais il faut quand même qu'il y ait des voix pour porter la voix de ces enfants, de ces femmes qui n'ont personne pour penser à eux. On ne peut pas rester insensible à tant de douleurs autour de soi. On n'est pas heureux tout seul. Parce qu'il faut que les femmes se donnent la main. C'est ensemble qu'on va pouvoir combattre ces idées qu'on a de nous, femmes, pour montrer que les femmes sont également capables. Et moi, c'est ce que je dis aux femmes. Je dis, quand vous êtes à des postes de responsabilité, ne venez pas montrer vos vernis, vos chillons, vos mèches et tout. Montrez votre capacité intellectuelle. N'ayez aucun complexe vis-à-vis des hommes. Ne pas venir monter ces talons, ces mèches de 300 000 et autres, mais montrez que je suis là, je suis élégante, je suis femme, je reste dans ma nature de femme, mais au plan professionnel, je peux donner autant que l'homme. Le regard social, si on pouvait s'en sortir un jour. Aujourd'hui, ça fait déjà des années qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'engagements ont été pris en faveur des droits des femmes et notamment des violences basées sur le genre. Et quand vous faites le point, après cette décennie, pensez-vous qu'il y a eu une avancée positive? Et Madame la journaliste, je vais vous dire oui. Aujourd'hui, au moins, les langues se délient. Et les femmes commencent à prendre conscience de leurs responsabilités. Elles commencent à vous dire, elles savent qu'aujourd'hui, elles ont la liberté de faire le choix. Vous savez, pendant longtemps, quand vous avez le bac, les femmes ont le bac, on les oriente vers le métier de sage-femme, de métier d'esthéticienne, en tout cas. Mais une femme qui vient dire à ses parents, je vais apprendre la mécanique, je vais apprendre tel métier, on va dire non, c'est pas un métier de femme. On avait quelques femmes médecins. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Les femmes vont plus à l'école, les femmes ont le choix de leur... et les langues se délient. Moi, je sais le nombre de femmes que nous recevons, parce que vous n'oubliez pas que je suis la présidente d'honneur de l'association des femmes avocates, que nous avons créé avec des consoeurs. Nous recevons tous les mercredis après-midi et jeudi après-midi des femmes en consultation gratuitement. Nous ne prenons pas le moindre centime. Wow. Mais nous recevons des femmes. Et c'est là qu'on ne s'imagine pas la détresse des femmes. Des femmes qui sont abandonnées avec leurs enfants et qui ne peuvent pas parler. Des femmes qui sont battues et qui ne peuvent pas aller se plaindre parce qu'on dit, si tu te plains et que le monsieur va en prison, toi, lui, va en prison, mais toi, tu prends la porte pour aller chez tes parents. Donc, on fait le choix. On fait le choix. Donc, avec la sensibilisation, les femmes sachant qu'elles ont des droits, certaines ont le courage de dire, basta, je ne veux plus être battue, je ne veux plus, j'ai le droit de travailler. Tu n'as pas le droit de me prendre mon argent, j'ai le droit d'acheter une parcelle. C'est une question de convenance. Si vous êtes ensemble, que vous vous aimez, vous ne pouvez pas aller acheter une parcelle sans informer. Mais ce n'est pas une autorisation que la femme doit demander à son conjoint, son compagnon, pour s'acheter une parcelle. Il y a que c'est seulement les femmes intellectuelles qui arrivent à frapper à votre porte. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Surtout les femmes rurales. Vous n'avez pas l'impression. Elles savent aujourd'hui que lorsqu'elles sont veuves, elles ont droit au quart de la succession. Moi, j'ai reçu une femme rurale
analphabète, mais qui a retenu quand même les sensibilisations qu'on faisait par rapport au code des personnes et de la famille. Et son mari avait laissé des terres et quelque part, il y avait un frère intellectuel qui a pris le devant des choses. C'est lui qui va être Comme toujours. liquidateur des biens, qui va gérer. Parce que c'est lui le masculin. Et Comme toujours. ils ont fait le PV, ils ont envoyé devant les juridictions. Et le président du tribunal leur demandait, la personne n'a pas de femme. On dit oui, elle a une femme, mais la femme est à la maison, les enfants sont avec moi et tout. J'étais dans la salle révoltée, je dis, mais c'est elle qui a porté les enfants ou pas? Elle est mariée au monsieur ou pas? On dit non, elle n'est pas mariée légalement, mais elle a vécu en concubinage avec le monsieur. Elle a des enfants mineurs, on me dit oui. Je dis, elle représente ses enfants mineurs. Elle doit être là. Et la dame même qui me répond, oui, c'est des échos dans la wafion. Il y a des sous-côtes dans la dohode, parce qu'il y a dohode nous mido, oui. Donc, il y a des sous-dons, des doigts sous-tiers sur nous, mais. Et je lui ai dit gentiment, à donne des doigts sous-tiers sur nous, mais, parce qu'il y a des doigts, à quoi souci nous, quoi. À moi, vite, elle est, donne nous, le toy, ton si, mais vite, elle est, dans le toy, ton si. Bon, il est qu'à donc, ouais, il n'y a pas de temps, Du coup, c'est elle qui doit prendre les devants des choses. Voilà. Et que même si l'oncle veut être liquidateur, elle doit être co-liquidatrice ou bien tutrice des enfants mineurs. Mais cette femme a eu le courage de venir. D'autres ne viendront pas. Donc les langues se délient, les femmes prennent conscience de leurs responsabilités. Ce qui leur manque, c'est le courage. Le courage d'accepter d'être traitées de femmes infidèles, de femmes hautaines, de femmes, tout ce qu'on veut. Mais savoir où elles veulent aller. Moi, je dis aux femmes, gérez votre vie. Ne laissez pas les autres gérer votre vie. Et c'est le sujet principal de ce numéro de Boulevard des femmes. Maître Saïzoulou, nous voulons parler aujourd'hui spécialement de ces responsabilités. D'abord, des responsabilités sociales, le regard de la société sur les actes de violence et sur les victimes elles-mêmes, mais beaucoup plus spécifiquement des responsabilités des femmes elles-mêmes, qu'elles soient victimes ou parents. Mais avant de vous laisser intervenir ou nous développer beaucoup plus ces questions du sujet, nous allons écouter un sociologue que nous avons également interrogé sur la question. Dans cette situation, une chose qu'on perd de vue, c'est la responsabilité sociale. Parce que quoi, on voit tout de suite, je vais dire en griffe, le bourreau et puis la victime, mais on ne voit pas tout le travail de couverture que la société en arrière fait. Je veux parler de la famille, je veux parler des amis, je veux parler de l'environnement, même je veux dire professionnel, fait sur ces questions-là, parfois pour camoufler ou bien pour faire perdre le zèle à aller porter plainte lorsqu'on est victime de violence. Les responsabilités, il faut les situer à deux niveaux. D'abord, la première forme de responsabilité, c'est d'abord ceux-là qui font la violence. Et je veux parler de ceux qui font la violence, ça prend en compte. Je suppose que si on est dans un environnement conjugal, par exemple, c'est parfois le mari, ou bien si on est dans un environnement professionnel, c'est parfois peut-être le patron, ou bien d'autres collaborateurs situés en position d'autorité qui cherchent à oppresser. Je veux parler de harcèlement et autres. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue que lorsqu'on parle de violence, il y a beaucoup de formes de violence. Et il y a les violences physiques, lorsqu'on parle de bastonnage et autres. Il y a les violences psychologiques, les insultes, les menaces, les intimidations, toutes ces choses-là. Il y a les violences sexuelles, les harcèlements, viols et autres. Il y a les violences économiques, ça dit quoi? On prive l'autre des moyens de subsistance ou bien de ce qui va lui permettre de véritablement s'affirmer et autres. Donc, lorsqu'on regarde à tous ces paramètres, il y a ceux qui font subir la violence. Donc, c'est la responsabilité se trouve d'abord à ce niveau. Les hommes qui généralement font violence à la femme à cause de sa faiblesse, à cause de son incapacité, je vais dire physique, physiologique, et qui fait que de plus en plus, même vous allez voir à la maison, papa qui gronde maman, papa, et les jeunes hommes, les jeunes garçons voient que, bon, si papa peut gronder maman, il me sera plus loisible de gronder mes soeurs, ou bien une fois quand je serai marié, j'ai la possibilité de gronder ma femme. Or, généralement, quand c'est comme ça, bon, la société ne dit rien, parce que celui qui est censé dire halte ne dit rien, celui qui est censé dire non se trouve en train de faire la même chose. Et lorsque vous avez l'habitude de faire une chose, il vous sera vraiment difficile de pouvoir l'interdire une fois qu'on vous présente la situation semblable.
si nous prenons la femme, nous allons voir que souvent les tout premiers responsables de cette situation, c'est la personne qui a été victime. Parce qu'en tant que victime, il y en a qui se disent, bon, tant que je vis, ce n'est pas encore grave. Il vaut mieux ne pas en parler. Ou bien parfois, lorsqu'elles vont en parler, le soutien qu'elles espèrent n'étant pas au rendez-vous, on se dit, ah, mais c'est pour ça, là, peut-être toi, tu veux aller porter plainte. Ah, moi, je vis plus que ça. Ou bien, ah, regarde ta mère a vécu pire que ça. Donc, ce n'est rien. Est-ce qu'il t'a empêché de manger? Est-ce qu'il t'a empêché d'être à côté de tes enfants? Ça ne vaut pas la peine. Donc, on se dit, non, c'est juste pour ça, là. Ou bien même lorsque des femmes, certaines femmes arrivent à avoir le courage d'aller porter plainte. Il suffit qu'on lance l'instruction. Il suffit qu'on envoie le problème à un niveau plus élevé. C'est encore parfois la belle famille qui se lève pour dire, ah, mais tout le bien que le monsieur t'a fait pendant toutes ces années, tu les as oubliés, ou bien les enfants qui sont là, tu perds de vue leur avenir, ou bien tout cet honneur qu'il t'a fait en te dotant, en t'épousant, en t'insérant, en t'intégrant dans sa vie, tu as perdu toutes ces choses-là. Et ça devient un problème de famille. Et quand ça devient un problème de famille, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, la famille de la victime est obligée de faire une pression sur la victime pour que quoi? La victime puisse retirer plainte. Alors que lorsqu'une affaire est envoyée en instruction, il n'y a plus d'arrêt. On est obligé d'aller jusqu'au bout du processus et si possible même appliquer les sanctions qui correspondent à ça. Et comme ça, la victime est obligée d'aller faire quoi? Le moment venu, voyant toute la pression familiale, toute la pression environnementale, toute la pression, je vais dire, relationnelle, la victime est obligée parfois d'aller demander un retrait de la plainte. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. D'abord, la mère qui déjà, au travers de l'éducation, montre que la jeune fille, elle n'a pas sa voix à placer, elle n'a pas des choses à exiger. Et c'est peut-être les garçons qui ont toute autorité, qui ont tout droit, qui ont la possibilité de faire ce qui leur passe par la tête et n'ayant obligation de rendre compte à personne. Parce que quoi, ils sont, excusez-moi, des roitelets, donc qui n'ont de compte à rendre à personne. Donc là, la responsabilité se situe là d'abord. Et ensuite, maintenant, l'autre chose, c'est de ne pas encourager les jeunes filles à parler. Vous allez voir, beaucoup de femmes souffrent, elles souffrent silencieusement. Et beaucoup pensent que parce que la femme est là, toute jolie, elle ne dit rien, elle a bien réussi son maquillage, son cœur est aussi bien maquillé que son visage. Mais parfois, elle souffre des choses, elle subit des choses. Voilà, Maître Saïzonou. Docteur Charles Bata a essayé de jeter un peu le regard ou les explications sur ce regard de la société, sur les actes de violence et ce qui fait que les victimes elles-mêmes, à un moment donné, n'arrivent pas à se défendre elles-mêmes. Ouais. Alors dites-nous, vous, de votre côté, comment situez-vous les responsabilités? Je pense que le professionnel a tout dit. C'est surtout le regard des autres, et les pesanteurs sociologiques. Vous avez été élevé comme ça. Votre mère a été élevée comme ça. Votre grand-mère a été élevée comme ça. Quand on vous envoie en mariage, devant la belle famille, on te dit c'est ton âge surtout. Et le béron sous nous, et en votant, on te dit plein de choses parce que les parents, les grands-mères ont été élevés comme ça. Donc vous partez. Moi, je rends hommage à mon père. Peut-être que je me dirais, il est déjà il a été à l'école, il est un peu intellectuel. Moi, le jour de notre mariage, le mariage traditionnel, mon père, devant, il regarde la belle famille, le représentant de la vie, dit, je ne mets pas en location la chambre de ma fille. On ne tape pas ma fille. Et elle te regarde la fille, elle lui dit, si tu acceptes la première gifle, attends-toi à des avalanches de gifles. Et si on te donne une paire de chiffres et tu ne donnes pas l'aller-retour, ne reviens pas chez moi. Quand vous avez été élevé dans ce sens, l'époux ne peut même pas vous lever le doigt sur vous. Nous, on est 8 filles pour mon père. Je ne pense pas. Peut-être que les sœurs ne se sont pas ouvertes, mais je n'ai vu aucune de mes sœurs venir dire « Ah papa, j'ai été tapée ». Dans le couple, il y a des mauvais moments. Même porter la main. Donc, c'est pour vous dire quoi? Il y a cette éducation de base que nous avons. Et il y a également, nous sommes dans un système patriarcal où c'est l'homme, c'est ça. Il faut reconstruire, comme l'a dit quelqu'un, le patriarcat. Montrer que, oui, les femmes, c'est vrai. Moi, je dis, il ne faut pas aller jouer non plus l'intellectuel quand vous acceptez d'aller dans un mariage. Oui.
Moi, quand je rentre chez moi, je laisse mon manteau d'avocat dehors. Je suis mère et femme au foyer. Des fois, je n'ai pas encore enlevé mes chaussures. Quand je demande, donnez-moi la casserole, je commence à faire la cuisine parce que mon mari doit manger à une certaine heure. J'ai du respect pour mon mari. J'ai du respect pour mes enfants. Mais si on ne vous a pas, vous n'avez pas été guidé dans ce sens-là, et que vous voyez ce qui se passe autour de vous, et que vous n'avez pas le courage de vous affranchir, vous ne pouvez que rester dans cette situation de violence, parce que autour de vous, c'est de la violence, vous êtes né, vous avez été éduqué dans ça. Il y a ça également. Il y a le fait que pendant longtemps, les femmes n'ont pas cherché à revendiquer leurs droits. Il a fallu que des féministes commencent à dire oui, on a des droits, on a des droits. On trouvait normal. Oui, parce qu'elles n'étaient pas informées qu'elles avaient des droits. Elles n'ont pas été éduquées à connaître leurs droits. Et puis ces droits-là, c'est à partir de quand? C'est vrai, c'est des droits, l'homme est né, la femme et l'homme, ils sont égaux devant la loi. Mais c'était des théories. Mais les pratiques sur le terrain. Discrimination, tu vas dans un emploi au même titre que l'homme, on pense déjà à tes maternités, à tes moments, à tes règles douloureuses, on ne veut pas te prendre parce qu'on se dit voilà qu'à des moments donnés, toi tu vas t'absenter, on préfère prendre l'homme. La société également a suivi le mouvement, l'éducation que chacun a reçu. Il y a plein de... Et l'état de précarité des femmes. Les femmes ne travaillaient pas. Tout dépend. On attend tout de l'homme. C'est lui qui va aller acheter c'est lui qui doit donner l'argent pour l'allumette. Quand les enfants sont malades, on attend. De telle sorte que la femme dépendante ne peut même pas intervenir en ce qui concerne les enfants. Quand un enfant fait mal, vous voyez, la femme dit « j'attends ton père ». Mais si la femme savait qu'elle avait le même droit que le père et qu'elle avait l'obligation d'éduquer conjointement l'enfant avec le père, elle pouvait prendre des responsabilités, prendre des décisions avant que le père n'arrive. Est-ce que vous voyez beaucoup de plaintes de gens qui viennent vers vous qui n'ont pas forcément été battus ou quoi que ce soit, mais qui subissent vraiment des violences psychologiques? Oui, bien sûr. Les violences physiques, les indicateurs, c'est la blessure, c'est les coups, les traces et tout. Oui. Mais la violence verbale et psychologique, c'est très subtil. Donc, il faut un professionnel pour détecter. Qu'est-ce que nous faisons? Nous envoyons ces femmes-là vers un médecin, psychologue, un médecin, psychiatre, pour nous donner un certificat médical qui atteste que les paroles tenues, les insultes ont affecté le moral de la femme, de telle sorte que elle ne peut plus continuer. Par exemple, si je vais aller en divorce, elle ne peut plus continuer à vivre sous le toit conjugal. Ce qui permet à la femme d'habiter et d'aller ailleurs. Parce que tant que vous êtes marié, vous ne pouvez pas quitter le domicile conjugal quand vous n'avez pas une décision de séparation de corps. Parce que vous sortez de votre foyer comme ça, oui, on m'a battu aujourd'hui, je ramasse, je prends mon sac et puis je pars. L'époux avisé va appeler un huissier, constater votre abandon de domicile. Et ça, c'est pour ceux qui sont légalement mariés. Oui, la majorité, quand vous n'êtes pas marié, vous êtes venu avec votre lion bag, vous repartez avec. Vous repartez avec vos autres. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas marié, il n'a aucun droit sur vous. C'est peut-être retenir les enfants, tu ne partiras pas avec tes enfants. Moi, je dis, quand votre intégrité physique est menacée, partez, laissez les enfants. Et maintenant, allez vers les professionnels. On va faire le combat pour que vous récupériez votre enfant. On ne peut pas dire à cause des enfants restés. C'est pour vous dire, pour répondre à votre question, on reçoit beaucoup de femmes et qui vivent ces violences-là. Aussi bien des femmes intellectuelles, et j'aime bien le dire, les femmes intellectuelles sont les plus violentées. Parce qu'il y a le complexe là, soit elle gagne plus que son mari, soit le mari qui a été élevé, qui a vu sa mère à la maison, se mettre à genoux pour donner de l'eau à son père, vient voir une femme intellectuelle qui lui met l'eau sur la table et le verre à côté, sers-toi à toi-même, qui commence à exercer des violences. Ah oui, c'est parce que tu as été à l'école, c'est parce que tu as appris ci. On commence à
à lui créer des problèmes. C'est pour vous dire que oui, c'est courant et c'est dans toutes les couches. Hein. Toutes les femmes sont, la plupart des femmes, que ce soit femmes analphabètes, femmes intellectuelles, connaissent de la violence. Mais quand on dit que les victimes elles-mêmes sont d'une certaine façon responsables De ce qui leur de ce arrive. qui leur arrive, qu'est-ce que ça vous fait? Et ça me gêne, ça me gêne énormément. Parce qu'une femme violée est dans un état de sidération. Vous n'attendez pas ça. Vous êtes peut-être à la douche ou bien au WC, les cours communes. Un monsieur qui vient comme ça et se jette sur vous. Mais vous n'avez pas le temps de réfléchir. Vous ne savez pas ce qui vous arrive. Vous êtes dans un état de sidération. On ne peut pas après vous demander, mais pourquoi vous n'avez pas crié? Vous n'avez même plus la voix pour crier. Les gens ne s'imaginent pas. C'est pour ça que je dis, à chaque fois on a ces dossiers, il faut avoir un psychologue à côté, un professionnel à côté pour expliquer. Donc moi, ça me gêne quand on commence à s'acharner sur la femme. Oui, et tu avais pris quelle position? Il était comment? Il a fait quoi? Pourquoi tu n'as pas crié? Il y avait du monde autour. Pourquoi? Et si tu criais, les gens ne vont pas entendre. Là Pourquoi où tu as porté telle tenue? quelle tenue? Et tout ça. La tenue de la femme, ça ne peut pas. Si c'est un homme responsable qui sait maîtriser ses sens devant n'importe quelle attitude de la femme, doit pouvoir se maintenir. Je me refuse, quelle qu'en soit l'attitude de la femme, que l'on puisse la juger. Quand c'est par rapport aux violences conjugales, où se situe la responsabilité de la femme violentée? Je me dis, là, intellectuel ou pas, on doit retenir quelque chose. C'est se dire que quand j'accepte de rentrer dans un ménage, je dois faire des concessions. Je le dis aux femmes, intellectuelles ou pas, et je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez, vous avez choisi d'être femme au foyer, il y a des concessions, il y a des attitudes. Vous pouvez nous donner quelques exemples? J'estime que lorsque vous avez décidé de faire la politique, le matin, avant de sortir, vous savez, vous partez à 8 heures, vous ne savez pas à quelle heure vous allez revenir. Est-ce que j'ai prévu ce que la famille va manger? Est-ce que les enfants que je laisse à la maison, j'ai prévu quelqu'un pour les surveiller? Et quand ils sont majeurs, est-ce que j'ai discuté avec eux de leur programme de la journée? Est-ce que mon rôle de mère, d'épouse, je l'ai joué avant de sortir? Lorsque je néglige ma famille et que la casserole est au salon, les chaussettes sont ici, et ça aussi, moi je dis aux femmes, quand vous allez dans un ménage, apprêtez-vous à ramasser les chaussettes, les chemises, les sous-vêtements par terre. Parce que vous n'avez pas reçu les mêmes éducations. Et l'homme, vous savez, c'est pas... Il y a certains qui sont plus méticuleux que la femme, mais il y a d'autres qui sont des chevauches. Parce que vous êtes rentré à la maison, vous avez vu traîner au salon les chaussures de votre époux, ça vous énerve, ça vous agace déjà. Ramassez ça. Vous lui dites de manière méchante, ramasse tes chaussures. Tu ne peux pas... Moi, je dis, je ne peux pas parler à mon époux comme ça. Il y a une manière de le faire. Je le laisse. Je fais ce que j'ai à faire. Je remplis mon devoir, je fais. Et puis le soir ou bien à table, je peux lui dire, tu vois, je suis rentrée fatiguée. Tu aurais pu m'aider à faire ci, à faire ça. Les hommes sont sensibles à ça. Il n'y a aucun homme dur pour ne pas être sensible à un peu de délicatesse de la part de sa femme. Quand l'homme veut te pousser totalement à bout? Là, si l'homme veut te pousser à bout, c'est à toi de dire non. Tu aurais tout fait. Et même ceux qui sont témoins de votre histoire vont dire, mais n'a eu qu'à t'informer. Vous êtes sous ton dé. Mais quand on voit des femmes déjà, le comportement même de la femme. Moi, j'ai vécu quelque chose au tribunal de Ouida et je le raconte. J'étais là quand le procureur on entendait droit des femmes. Et maintenant, tout sinon à soumettons, mais maintenant, il y a avec pancarte. Et le procureur m'appelle, dit, maître, c'est vous qui apprenez ça aux femmes, venez leur parler. Et je suis arrivée avec les pancartes et tout. Je dis, dada tchele, novi tchele, vi tchele.
Mais qui vous a appris ça? Et donc, nous, nous dit au sein de quoi, On a les mêmes droits que les hommes. on a les mêmes droits que les hommes. Je dis, vous avez raison. C'est vrai, vous avez les mêmes droits que les hommes. Même mettre de l'eau à la douche à son mari, lui chauffer son eau le matin pour son bain, laver ses affaires, c'est par amour qu'on le fait. C'est pas forcé. Chacun a sa responsabilité, a ses devoirs. C'est ça. Le faire avec plaisir. Celles qui vous disent de sortir pour venir dire ça, demandez si ce matin, elles n'ont pas été battues. Certaines ont été sûrement battues. Certaines ont fait à manger avant de sortir. Certaines ont lavé. Donc, retournez chez vous. Allez faire à manger à vos époux. Et la seule chose que je vais vous demander, quel qu'en soit le problème, asseyez-vous, discutez avec votre mari. Il y a beaucoup de femmes, il y a certaines femmes qui le font, ça ne marche pas. Mais vous aurez la satisfaction d'avoir essayé. Et après ça, vous allez dire non, je ne veux plus. J'ai mon droit de vivre tranquillement, de vivre en paix, de faire mes choix. Je me veux une certaine qualité de vie. Je n'accepte plus que tu me maltraites. Je prends l'exemple d'une femme aisée, intellectuelle, je veux dire, qui est dans un foyer, mais que tout va pas bien. Mais on va lui dire, tu as l'argent, tu n'as pas faim, tu as une voiture, pourquoi est-ce que tu veux quitter ton homme? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens qui continuent de penser comme ça? Et moi, je dis à ces femmes-là, c'est une question de choix. Ma liberté, elle m'importe plus que tout. La paix du cœur. J'ai l'argent, j'ai tout, mais si j'ai pas la paix du cœur. Moi, j'ai connu une femme ministre qui m'a raconté sa vie. Elle dit, quand elle finit de jouer à la face du monde, la grande dame, ministre et tout, elle rentre dans sa voiture, elle a peur de rentrer chez elle. Parce que dès qu'elle rentre, c'est de l'ironie en fait. Madame la ministre est là, dès qu'elle fait quelque chose à Madame la ministre, ça là seulement, ça vous affecte. Que l'on vous traite comme ça. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Et moi, je me dis, c'est une question de complexe, en fait. Parce que l'homme a été éduqué comment? Un macho. Oui, la plupart des hommes n'acceptent pas de voir leurs femmes évoluer, de voir leurs femmes s'épanouir. Rares sont les hommes qui l'acceptent. Je présente les excuses aux hommes. Il y a de très bons époux, mais il y en a quand même qui n'ont pas pu se départir de leur complexe, de l'image de leur mère et qui n'ont pas pu, de l'ancienne éducation et qui n'ont pas pu non plus quitter, je sais pas, leur mère. En fait, le lien entre la mère, ça n'a pas pu couper le cordon ombilical. Et qui sont attachés à leur mère. C'est ce que ma mère a dit que je vais faire. C'est ce que ma mère a dit. Et je me dis, il faut cette histoire où les femmes eux-mêmes se trompent, pensent que je suis dans une belle famille, je suis leur fille. Moi, je dis, considérez dans votre belle famille que vous êtes une étrangère. Totalement. Une étrangère qui vient demander une petite place. Dès que vous faites ce mental-là, rien ne vous choque, en fait. Vous vous mettez à votre place en respectant votre belle famille, mais vous n'allez pas au-delà. Parce qu'il y a des yaos qui en font trop. Restez à votre place de yao, tout simplement. Et respectez. Moi, je dis, je suis avocate, je suis n'importe quoi. Mais les plus jeunes que j'ai comme beau-frère, tout ça, je n'ai jamais appelé quelqu'un par son nom. Tonton, tanti, on aime bien ça, je le fais. Donc, simplement. Quel conseil je veux donner aux femmes, c'est qu'elles puissent prendre conscience de leur rôle de femme, intellectuelle ou pas, nous restons femmes dans l'âme. Remplissons notre devoir, mais tout en gardant notre liberté, notre dignité. Et à chaque fois nous voulons poser un acte, nous demander, est-ce que l'acte que je pose, que je veux poser, j'aurais aimé qu'on le pose sur moi. Est-ce que ça porte atteinte à quelqu'un?
Est-ce que je nuis aux intérêts de quelqu'un? S'il y a ces questions-là, non, non, allez-y. Alors, dans Tâche d'encre aujourd'hui, nous avons reçu un artiste slammer qui nous exhorte, nous femmes, hein, bien sûr, à la sororité pour un meilleur aboutissement des combats contre les violences basées sur le genre. On va le suivre. C'est le moment de se mettre ensemble, de nouer des liens pour tisser des nœuds d'avenir. C'est le moment pour les femmes de nous donner une leçon, celle que depuis longtemps nous avions déjà perçue aux yeux de celles qui avaient déjà eu le bon sens de faire les choses pas à pas, ensemble, sur le chemin du marigot, pendant la lessive et même lorsqu'elles trient le maïs. C'est le moment pour les femmes de nos temps actuels de s'inspirer de ce qui fut pour donner une leçon au monde par rapport à la nécessité de faire grandir la communauté féminine par sororité. C'est le moment d'arrêter de se critiquer pour ci ou ça, d'arrêter de regarder le look, la personne, et de grandir de pertinence par rapport aux apports que chacune fait pour que son bien-être soit complet, pour que la société dans son ensemble puisse se renouveler, puisse s'accomplir, puisse changer, puisse grandir, puisse comprendre qu'il y a tant de choses à apprendre des femmes quand elles sont ensemble. C'est le moment pour les dames de nous damer le pion. Et que là où l'émotion devient homme, que la femme en fasse un instant de réflexion. Et qu'aucune élection autour de nous ne paraisse désormais vile si la femme s'y présente. Et qu'aucune décision au monde ne se prenne sans qu'on ne tienne compte des conditions féminines, des conditions de nos filles, des conditions de nos sœurs, des conditions de nos tantes et amies, des conditions de toutes celles qui font propulser le monde à un niveau de sérénité, d'évolution, de bien-être partagé. C'est le moment pour les femmes de comprendre que c'est en discutant qu'elles finiront par se découvrir autrement, par se connaître suffisamment et par se pardonner les préconçus que la société a pu leur mettre dans leur tête alors que tant de choses sont à bâtir des mains de femmes. C'est le moment de se rendre compte qu'elles sont déjà suffisamment fortes et qu'elles sont le sexe fiable et qu'aucune faiblesse de l'autre ne devrait lui faire baisser les gardes. C'est le moment pour les femmes de se lier suffisamment pour nous apprendre qu'il faut compter avec elles si nous voulons faire aussi grand que la valeur qu'elle apporte. C'est le moment pour les femmes de grandir par sororité et d'utiliser la notion de solidarité pour nous apprendre à mûrir. Merci Aizonou. Notre artiste slammer Jamil Mamagaou, il nous exhorte à la sororité. Et je me souviens que dans l'une de vos sorties, parce que vous avez une association de femmes avocates, Bien sûr. vous avez aussi abordé la question de sororité, la sororité entre femmes. C'est un grand mot, c'est un grand mot, mais je ne désespère pas. On finira par comprendre que les femmes doivent se parler, les femmes doivent s'aimer, les femmes doivent pouvoir se soutenir.
On est beaucoup plus nombreux que les hommes. Les hommes, c'est ça. 51% de femmes, 52%. 52%, il paraît. Mais et chaque fois qu'une femme lève le doigt pour dire je vais occuper tel poste, elle a toujours 2 ou 3 voix. Et pourquoi? Parce qu'on ne croit pas en nous-mêmes. Exactement. Oui, mais est-ce que celle qui veut le poste même là, Elle croit en elle croit en elle-même. elle-même Et d'abord. c'est pour ça que je dis qu'il faut faire un travail. Il ne faut pas qu'on continue à montrer nos côtés jolis. Ah, ok. Oui. Le côté make-up. C'est make-up, voilà. Ouais. Maintenant, avec C'est le moi la make-up, nous sommes belle, toutes c'est belles. moi- Oui, c'est moi qui ai acheté Cheveux le... d'1 million. Oui, c'est moi oui, qui. oui, C'est moi ça. qui porte le bazin le plus riche. Oui. Voilà. Il Le faut qu'on... lessive C'est moi. Le dernier cri. qui vient de Oui, Dubaï. c'est ça. Il faut qu'on commence à se souder les coudes. Et allumer ici. Oui, c'est ça. Et à se souder les coudes, à se parler, à s'éduquer, à s'entraider pour que les choses aillent mieux. C'est une Moi, sororité en femme. j'y crois. Mais certainement, crois ce ne aussi, sera mais- pas de notre temps, peut-être mais le temps de nos enfants, de nos petits-enfants, parce qu'on va y travailler. Il faut qu'on y travaille, il faut qu'on arrive à... Oui, c'est très important. J'y C'est des crois appels. aussi, mais c'est compliqué. doit toujours Quand lancer. tu as des gens en face de toi, quand tu vas dans une famille où, chez ta belle famille, le mari de ta belle-sœur la traite autrement, mais que quand ton mari te traite autrement à toi, ta belle-sœur va être jalouse et dira que peut-être que tu as agacé ton mari. C'est compliqué, mais petit à petit, peut-être qu'on va y arriver et qu'on va comprendre que vraiment que pour que la femme aille bien, c'est en premier la femme, le rôle de la femme. Ah ouais, le chantier des Et violences après que basées sur les le hommes genre, nous accompagnent, quoi. ce chantier Oui, est c'est ça. vaste. On ne peut pas faire ce combat sans Sans les les hommes. hommes. C'est ça, on parle de la masculinité positive aujourd'hui. Il faut qu'on puisse associer les hommes à nos combats. Nous avons reçu une nutritionniste qui nous instruit, par exemple, sur la consommation des fruits pour garder, après la quarantaine, une belle et bonne forme physique. Manger sainement devrait être notre objectif et on peut avoir comme résultat la perte de poids parce que je peux manger sainement sans perdre de poids. C'est vrai que quand j'ai l'habitude de dépasser mes apports et que je commence par rééquilibrer mon alimentation, je peux perdre de poids. Et la perte de poids, même minime, peut améliorer notre santé. Donc, il est recommandé ou conseillé dans certains cas d'améliorer notre habitude alimentaire pour la perte de poids. Ça ne veut pas dire que si j'améliore mon alimentation, je vais forcément perdre de poids. Et pourquoi 40 ans? Avoir 40 ans d'abord avant de penser à améliorer son habitude alimentaire. On ne devrait pas attendre 40 ans. Mais ça ne veut pas dire si c'est à 40 ans que j'ai eu ma motivation, il ne faut pas le faire, même au-delà de 40 ans. Si c'est en ce moment que j'ai eu le déclic, il faut tout le temps. Il n'y a pas d'âge spécifique pour commencer à améliorer notre alimentation. Et que ce soit pour la perte de poids ou manger sainement, ça demande une démarche structurée. Pourquoi je veux perdre de poids? Il faut qu'ensemble avec un spécialiste, qu'on arrive à déterminer ce qui est plus important, ce qui est plus urgent. Si une personne peut venir chez moi parce que son taux de cholestérol est élevé et on recommande à cette personne, par exemple, de perdre du poids. Une autre personne peut avoir un problème au niveau du foie et ainsi de suite. Donc, il faut voir ce qui est plus urgent. Quelqu'un qui vient chez moi, qui a une hypertension élevée, même si il est recommandé de perdre du poids, ce qui est urgent en ce moment, c'est comment faire pour contrôler son apport en sodium, parce que ça, c'est plus urgent. Ça va plus détruire sa santé cardiovasculaire que la perte de poids. Donc, la perte de poids, parce qu'on n'a pas de contrôle tout le temps sur la perte de poids. Pourquoi ne pas travailler en premier d'abord sur l'élément sur lequel on a de contrôle? Manger sainement n'est forcément pas synonyme de la perte de poids. Il n'y a pas d'âge spécifique pour commencer. Mais si on peut commencer plus tôt, c'est l'idéal. Pour maintenir son poids idéal après 40 ans, c'est de manger sainement tout simplement. Si déjà il faut retrouver le poids idéal, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut manger, on ne va jamais cesser de le dire, les légumes, et ça contient des vitamines et minéraux qu'il faut avoir. Donc il y a des gens qui ne mangent pas de légumes mais qui mangent sainement parce qu'ils vont chercher les fibres et les vitamines
dans d'autres aliments. Donc, on voit l'habitude alimentaire de la personne. Si la personne n'aime pas du tout de légumes, moi, mon rôle, c'est de comment l'accompagner et arriver à faire de bonnes combinaisons avec ses aliments préférés, quand même, combler ses besoins et, dans tous les nutriments essentiels. Voilà, maître, comment consommer des fruits pour garder une bonne et belle forme physique, même après la quarantaine? Bon, les fruits, moi, je suis très méfiante parce que les fruits peuvent amener d'autres problèmes. Trop de sucre pour un diabétique. Les fruits, vous savez, il y a beaucoup de sucre. Oui, c'est ça la nutritionniste a expliqué Oui, tout à l'heure. donc moi, je préfère des légumes au sucre. D'accord. Oui, je préfère des légumes Donc ça, au c'est sucre. l'astuce. Maître Saizonou. C'est ça. On l'a eu. On l'a eu, c'est ce que je disais Je mange tout à beaucoup l'heure. de légumes et je ne suis pas du tout une. Beaucoup de grillades, beaucoup de jus. De temps en temps, on peut se faire plaisir avec un plat d'igname pilé parce que j'adore. Yeah. Mais que ça ne devienne pas Une habitude. une habitude le soir, la grosse pâte, non. Nous entrons dans l'instant d'égamage. Oui. Et c'est avec coquine et taquine. Maître Alessandrine Falilatou Saizonou Bédier. Falilatou. Elle aime ça, oui. Moi, j'aime ça. Ouais. Alors, vous êtes invité à un cocktail entre amis, un cocktail chic, Ouais. bien chic, avec des personnes aussi chic. Ouais. C'est des amis, vous ne les connaissez pas tous, certes, Mhm. mais le dress code, et c'est la seule carte d'invitation, vous devez être en maillot de bain. Ouais, maillot de bain, une pièce ou deux pièces. Pas plus. Ce n'est plus un cocktail, hein. C'est à la Moi, je- piscine. Hein? C'est à la piscine. À ça se passe à la piscine, si ça ne me plaît pas, je n'irai pas. Tout Oui, mais simplement. est-ce que ça pourrait vous plaire des trucs comme ça? Non, Des invitations Non. comme ça? non. Et pourquoi? Même pas Non. avec des paréos. Non, non, mais pourquoi? Juste à cause du dress Non, code? c'est pas ça. C'est pas ça. C'est m'imposer quelque chose que je n'aime pas, Ok. tout simplement. D'abord, il faut se poser la question de savoir est-ce que la personne aime se mettre en maillot. Avant On de peut me dire m'habiller de façon relaxe pour venir, mais me dire mettre maillot, c'est pas évident. Surtout quand vous avez un gros ventre et puis bon, quand même, je ne vais pas aller me ridiculiser. Je trouverai une excuse. Alors, pour séduire papa, quels sont vos atouts? Voilà. Déjà, c'est de bien maintenir sa maison. D'accord. Il rentre avec des odeurs, des senteurs, de très bonnes senteurs. Et il a une femme avenante. Son repas est prêt. Ouais. Le sourire est là. Et puis, le soir, je sais ce qu'il faut porter Avec la voix douce. avec la voix douce et pour obtenir ce que je veux. C'est surtout le magnifier, quoi. Et namlin, minamlin. Ouais. Ok. Et toi, encore toi? Ah oui, j'ai appris. Aïno vovo. Et kunto tobo tojo. Aïno vi tojo no. Bravo. Mais ça, c'est dédicacé pour papa. Un soir, tranquille, avec papa dans le lit, en train de vous faire des câlins, un amoureux. Et votre enfant de 7 ans entre brusquement dans la chambre. Quelle sera votre réaction? Ma réaction, ça dépend où nous en sommes, à quel acte nous en sommes. C'est de lui dire, je ne lui crierai pas dessus. C'est lui dire gentiment, ma chérie, tu sais, je suis occupée avec papa. Tu peux nous laisser, tu peux attendre un peu. Ferme la porte, s'il te plaît. Gentiment. Et après, je vais lui expliquer. Vous savez, les enfants savent, hein, quand papa et maman sont dans une certaine position, on n'a pas Viens besoin pas de leur déranger. faire des dessins. On n'a pas besoin de leur faire des dessins. Mais moi, je dis, les parents doivent respecter leurs enfants. Je n'accepte pas que l'on ne puisse pas, même lorsque vous êtes dans des moments d'intimité, ne pas respecter vos enfants. C'est-à-dire, je ne conçois pas que ma chambre soit à côté de celle de mes enfants et entendre les parents crier, rire, ah, oh. Non, je trouve que c'est pas se respecter d'abord et respecter les enfants. Donc, dès que vous avez des enfants, vous deviez changer vos habitudes et les adapter à la présence de ces enfants pour préserver
et leur jeunesse, leur innocence Question de responsabilité parentale. parentale. Ouais. Ça, on vient là. Moi, j'ai pas fini. Question coquine Je pour m'en vous. doutais bien. Toujours côté musical, est-ce que vous avez une chanson musique romantique que vous aimez plus que tout? J'aime bien cette chanson-là, mais j'ai pas une voix. Je pense que c'est la chanson de Adam où on dit « Fais-moi un signe ». Alors fais-moi un signe, appareil, je t'attends. Dis-moi seulement un mot. Fais-moi un signe de moi. J'aime bien cette chanson-là. Super. Non, avant, les chansons, hein, les mots, les paroles avaient un sens. C'est pas le ho ho ho, ja 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 aujourd'hui. Et ça avait un sens. On avait notre cahier de chants, des chansons d'amour et tout. Et on recopiait. Mademoiselle, attendez, vous emportez mon cœur dans votre sac à main. Je vais vous raconter une anecdote. Il y avait une chanson là, et une chanson qui ne disait pas grand-chose, hein, et ainsi va le temps. Oh, j'ai oublié. Et un ami m'a offert ce disque-là. Et quand j'ai amené le disque à la maison, mon père me dit, joue ça. Il a écouté les paroles. Et il me dit, ce garçon te parle à mots couverts. Hein. Pourtant, dans la chanson, il n'y avait rien. C'est pour vous dire que... La force des tests. Connaissons, connaît avec. Voilà. Maître, nous sommes à la fin de cette émission. Je voudrais d'abord vous remercier. Vous faites un travail formidable. Merci. Faire parler les femmes, les faire connaître. C'est pas évident. Les femmes n'aiment pas se faire découvrir. Les femmes n'aiment pas parler. Donc, c'est un travail, je voudrais vous exhorter à avoir beaucoup de courage et aller dénicher ces femmes-là. Et surtout, ayez un clin d'œil pour les femmes rurales, les femmes analphabètes. C'est des femmes qui ne comprennent pas français, mais qui font de très belles choses. Nous comptons sur votre soutien pour y arriver, en tout cas. Et pour les femmes et nos filles, nos enfants, je dirais, femmes, prends conscience de tes responsabilités, lève-toi et marche. Comme le Ça veut dire tout, ça veut tout dire pour moi. Parce qu'une femme qui prend conscience de ce qu'elle est femme, elle est mère, elle est responsable, elle a sa part à jouer, sa part de rôle à jouer dans la société. Elle doit pouvoir trouver en elle les forces pour affronter toutes les difficultés. Ne pas avoir honte. Ne pas avoir honte de ce que les gens vont penser de vous. Avoir honte des actes que vous posez. Et moi, c'est ma devise. Quand j'ai quelque chose à faire, je le fais tout en respectant les autres. Que les femmes commencent à prendre cette conscience-là et de jouer leur partition pour que demain, on ne dise pas « Oui, il y a telle personne, ah oui, c'est vrai, c'est la dame qui portait de très belles chaussures là, qui avait... » Mais qu'on puisse dire « Ah, cette femme qui a amené à prendre telle conscience, cette femme qui a mené tel combat, vous laissez votre nom dans l'histoire, mais vous marquez positivement et non négativement. » Femme, prends conscience de tes responsabilités, lève-toi et marche. Voilà. C'est la conclusion avec laquelle moi je vais vous dire merci de nous avoir suivis et vous exhorter à rester calés, toujours présent, je dirais donc, au rendez-vous de Boulevard des Femmes. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Bye bye.